Ravi de vous retrouver, amis internautes, pour cette session d'information. L'épave du bus STM tombée dans le fleuve Ouémé au petit matin du dimanche 17 août est toujours au fond de l'eau. Plus de 24 heures après le drame, les chances de retrouver des survivants sont quasi minces. Dès les premières heures, le gouvernement a mobilisé les moyens conséquents pour secourir les disparus, mais le bus est encore au fond de l'eau. Le responsable des sapeurs-pompiers, le colonel Dalis Arwangbenon sur RFI, a expliqué les raisons. À l'en croire, je cite, « Le bus est complètement immergé, au moins 15 mètres de profondeur, et lorsque les plongeurs rentrent sous l'eau, ils voient presque de la boue. Les chances de retrouver des survivants sont nulles, mais il peut y avoir des miracles, a-t-il dit. » Fin de citation. Pour rappel, le dimanche 17 août 2025, aux environs de 0 heure, un grave accident de la circulation est survenu à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé sur la route inter-État N2 lors de la traversée de la localité de Tio, commune de Glazoué, impliquant un bus de la compagnie STM. 9 rescapés ont été secourus dans cet accident, un mort et 44 passagers portés disparus. En provenance de Lomé, le bus transportait 54 personnes pour Niamey. Autre nouvelle information, mesdames et messieurs, après l'obtention du baccalauréat, le choix des filières d'études demeure une étape décisive pour les nouveaux diplômés. Entre ambition personnelle et les métiers d'avenir, les bacheliers sont confrontés à un choix ultime. Dans cet élément, l'enseignant Basile Degbo rappelle l'importance pour les jeunes de s'orienter vers des filières porteuses capables de répondre aux défis de demain. Je vous invite à le suivre. Il faut orienter les jeunes vers des filières techniques qui peuvent leur permettre de se prendre en charge pour l'auto-emploi et se développer, plutôt que d'être toujours à la quête d'emploi chez quelqu'un d'autre. Quand on dit formation de cours de pratique au bachelier, c'est peut-être une manière de voir la chose. Nous étions avec les bacheliers à 2 ans après, il faut faire le BTS. C'était une formation de courte durée, mais on a changé et désormais nous faisons la licence. Et on a licence, master et doctorat. Nous n'allons pas changer encore et revenir à autre chose. Mais ce qui est sûr, quelqu'un qui a le bac et qui doit faire une licence, il n'a qu'à bien s'orienter et avec une filière qui lui permet d'être un peu autonome. Et moi, je ne trouve pas la question en termes de durée de formation en tant que telle, mais c'est en termes de ce que l'on met dans la formation. Quelqu'un qui a fait le baccalauréat d'office, il doit aller dans une université. Et à l'université, maintenant, il choisit ce qui peut le rendre autonome après. C'est ça l'orientation. Mais il ne peut pas avoir le bac et on va lui demander d'aller encore ailleurs. C'est une question qu'il faut penser, trouver les mots qu'il faut, parce que si on s'étend seulement sur le fait que on doit faire une formation de courte durée, il faut aller vers des universités tout simplement, on ne va pas bien saisir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi et le job sur le terrain pour être plus réaliste. Je sais bien que le chômage est là. C'est difficile de trouver du travail, mais quelqu'un qui se trouve dans une filière où il peut lui-même innover, créer et évoluer, il peut toujours s'en sortir. Moi, je vais leur demander s'ils sont à l'écoute d'aller choisir des filières qui leur permettraient d'être autonomes, qui leur permettraient de se prendre en charge et ne pas rester à traîner, à chercher encore du boulot disant qu'ils font du chômage. Il y a des filières aujourd'hui qui sont des opportunités. Le numérique, comme on le dit, c'est une opportunité. La télécommunication est là. Vous avez des filières d'informatique où vous pouvez innover. Même dans les filières de marketing et autres, là, chacun peut quand même créer ce qu'il veut faire et évoluer. On ne va pas attendre nécessairement aller travailler chez quelqu'un avant de trouver d'avoir son compte.
Dans un communiqué publié samedi 16 août 2025, le parti Les Démocrates a annoncé le ralliement de plusieurs figures politiques de Kandi, dont Seydou Abdul Wahab, premier adjoint au maire, le chef d'arrondissement d'Angara Debout, ainsi que plusieurs chefs de quartier. Ces départs constituent un revers pour UPR de Joseph Diogbenou, jusque-là solidement implanté dans cette commune considérée comme son bastillon. Les motivations exactes des démissionnaires n'ont pas encore été rendues publiques. Sur un autre volet, mesdames et messieurs, la Fondation Sylvanus Haïti a clôturé le samedi 16 août 2025 sa campagne de salubrité entamée 2 semaines plus tôt dans plusieurs arrondissements de Cotonou. Cette initiative citoyenne qui a mobilisé bénévoles, autorités locales et partenaires a permis de débarrasser plusieurs quartiers de leurs déchets et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Voici le compte rendu. Démarrée le 2 août dernier, la campagne de salubrité initiée par la Fondation Sylvanus Haïti a pris fin ce samedi 16 août 2025. Pendant 2 semaines, plusieurs arrondissements de Cotonou ont été débarrassés de déchets grâce au dévouement des bénévoles mobilisés par la Fondation, déterminée à offrir aux citoyens un cadre de vie plus sain et agréable. Nous avons mis au propre les quartiers du 1er, 2e, 3e et 5e arrondissement. Pendant 14 jours, nos agents ont travaillé d'arrache-pied, balayant rues et ruelles, désherbant trottoirs et carnivaux afin de rendre tangibles les premiers fruits de notre engagement commun. La clôture de cette initiative a été marquée par une opération de nettoyage menée dans les quartiers Vosak-Podji, Fifadji et Begame-Gbagoudo, situés respectivement dans les 9e et 11e arrondissements de la capitale économique du Bénin. Les élus locaux et la SGDS ont joué leurs efforts à cette séance de salubrité et de sensibilisation. Vraiment, c'est une joie de voir cette fondation-là venir crier très haut ce que nous pensons dans le quartier. Ce quartier, notre quartier qui nous est très cher, quelqu'un qui vient nous aider à rehausser sa clarté, à nous aider à rendre la vie plus facile. C'est une joie. Nous ne pouvons que lui dire bonne arrivée et avec toute son équipe. Je remercie beaucoup la Fondation Haïti et pratiquement le président Haïti que cette initiative qu'il a promis à faire dans le quartier, c'est une grande joie pour moi-même, pour la population aussi. Nous sommes très heureux de mener cette activité parce que c'est une activité qui honore non seulement la Fondation Sylvanus Haïti, mais qui honore les habitants parce que nous sommes au cœur de Cotonou. Toujours engagé pour le bien-être collectif, Sylvanus Haïti a annoncé de nouvelles actions de sa fondation orientées vers la promotion de la santé et l'amélioration du cadre de vie des populations. Aujourd'hui, nous ne balayons pas seulement ni ramassons seulement les déchets, non. Nous sommes en train de sensibiliser la population et que cela continue tous les jours. Ça va d'abord aider la population, aider nos jeunes frères et sœurs pour que nous d'abord nous éliminions une partie de nos petites maladies. Après, nous allons rentrer dans d'autres phases, parce qu'il y a encore d'autres phases, toujours liées à la santé. Nous allons le sport aussi qui nous attend, parce qu'il faut aussi faire le sport. C'est les premières dispositions qu'il faut prendre pour repousser les maladies, le cadre de vie et le sport. Et après, nous allons continuer le reste. À cette dernière étape, le président Sylvanus Haïti n'a pas manqué de remercier les élus locaux et les autorités à divers niveaux pour leur accompagnement et leur engagement à œuvrer pour le bien-être de la population. Permettez-moi de saluer l'action résolue du gouvernement sous la conduite de son Excellence le président Patrice Talon qui œuvre à la modernisation de nos villes et de nos campagnes. Comment saurais-je oublier Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchadé, dont les orientations et l'accompagnement personnel ont fortement contribué à mettre cette campagne de salubrité sur le boulevard de la réussite. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines initiatives de la Fondation Sylvanus Haïti qui entend poursuivre son action en faveur du bien-être et de la santé de la population.
En actualité, mesdames et messieurs, aux Comores, un débat passionne l'île de la Grande Comore. 24 écoles publiques pourraient fermer. En cause, les grèves répétées des enseignants, la prolifération des écoles privées qui vident les classes publiques et un budget jugé trop lourd avec plus de 17 milliards de francs comoriens prévus pour l'éducation cette année et près de la moitié de la masse salariale nationale dédiée au secteur de l'éducation. Précision avec Faouzia Sifou. Je pense que le ministre allait réduire les écoles privées et ouvrir davantage d'écoles publiques pour les enfants des familles démunies. Lui peut envoyer son enfant dans le privé, mais celui qui ne peut pas, son enfant devra devenir délinquant, dénonce Aminata, mère comorienne d'un élève. De son côté, le ministre de l'Éducation, Baka Mvulana, assure qu'il ne s'agit pas de fermeture, mais de réaménagement nécessaire face aux difficultés actuelles. Je le cite, l'État a une mission d'enseigner gratuitement aux enfants de 3 à 16 ans. Ce que je peux affirmer pour rassurer la population, c'est que l'on tiendra compte de leurs recommandations. On verra ensemble ce que l'on peut faire pour sauver l'école publique. Il y avait bien sûr des alternatives auxquelles on avait pensé au cas où cette situation se présentait. On a pensé à regrouper par exemple 3 établissements de 2 régions, fin de citation, explique le ministre. Mais pour l'enseignant Chaban Mohamed, cette décision contredit les recommandations des Assises nationales de l'éducation du mois dernier. Je le cite, « Le système éducatif comorien est dominé depuis plus de 2 décennies par l'enseignement privé. Ce n'est pas en fermant des établissements d'enseignement public que l'on aide l'école publique comorienne à sortir de l'impasse. Au contraire, on l'enfonce. Le risque est grand parce qu'aujourd'hui, ce sont 19 collèges et 5 lycées. Mais à partir du moment où le privé continue à dominer, c'est l'école publique qui est vouée à disparaître tout simplement. Fin de citation, regrette-t-il. Il faut dire que le problème concerne surtout Grande Comore où 80% des élèves sont inscrits dans le privé. À Anjouan, c'est l'inverse. Les écoles publiques manquent d'enseignants. Le ministère envisage donc un changement d'affectation des professeurs entre les différentes îles, mais cette mesure est impopulaire chez les enseignants. Un tour à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles alliés au groupe État islamique ont multiplié ces derniers jours les attaques contre les civils. Ce dimanche 17 août, au moins 9 personnes ont été massacrées dans la ville d'Oacha, chef-lieu du territoire de Béni, selon des sources sanitaires et administratives jointes sur place. Au moins une vingtaine de maisons ont été brûlées par les assaillants. Les corps des victimes ont été acheminés à l'hôpital d'Oacha, localité située à une quinzaine de kilomètres au nord de Béni, dans le nord Kivu. L'armée congolaise qui a condamné cette incursion affirme que les ADF cherchent à désorienter les FARDC en raison des actions entreprises par les militaires contre ce groupe rebelle qui a fait allégeance depuis plusieurs années au djihadiste État islamique. Selon l'armée, les ADF auraient décidé de se venger sur la population civile. La semaine dernière, au moins 47 personnes ont été massacrées par les ADF sur le territoire de Lubero, selon un nouveau bilan des autorités locales, et ce malgré les opérations jointes entre les FARDC et les forces ougandaises dans la zone. En Israël, pour terminer, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Tel Aviv dimanche pour manifester leur soutien aux familles des otages détenus à Gaza. Ces Israéliens ont appelé à la libération des otages restants et à la fin de la guerre dans l'une des plus grandes manifestations en 22 mois de guerre. Je les cite, « Nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de l'abandon, nous sommes fatigués du sacrifice, nous sommes fatigués de l'autorisation de publication après la mort d'un soldat. Nous exigeons un accord global pour ramener 50 otages à la maison. » Fin de citation. Yael Ada, mère de Tami Ada, dont le corps serait en captivité à Gaza. Les manifestants se sont rassemblés à des dizaines d'endroits, notamment devant les maisons des hommes politiques, les quartiers généraux, militaires et sur les grands axes routiers. Certains restaurants et théâtres ont fermé en signe de solidarité. La police a déclaré avoir arrêté au moins 38 personnes. La frustration grandit en Israël face au plan d'une nouvelle offensive militaire dans certaines zones les plus peuplées de la bande de Gaza. De nombreux Israéliens craignent que cela ne mette encore plus en danger les otages restants. Sur les 50 otages restants,
20 seraient encore en vie. En sport, dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, initialement validé pour accueillir les matchs des représentants béninois aux compétitions interclubs d'Adjé FC en Ligue des Champions et Coton FC en Coupe de la Confédération, l'enceinte a finalement été recalée par l'instance fêtière. Dans un rapport transmis après une mission d'inspection à Cotonou, la CAF estime que le stade est encore en chantier à l'exception de sa pelouse jugée prête. Une conclusion qui replace le stade général Mathieu Kérékou dans la liste des 20 stades non conformes publiés par la Confédération le mardi 12 août 2025. Toujours en sport, Manchester United j'y arrive, mesdames et messieurs, enregistre sa première défaite de la saison en Premier League. L'équipe de Ruben Amorim a été battue à domicile dimanche 17 août 2025 lors de la première journée de la Premier League. 1-0, c'est le score qui a sanctionné le choc entre les Gunners et les Red Devils. C'est tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer.